Madame, Messieurs, bonjour. C'est le temps de la rétrospective hebdomadaire de l'information édition consacrée à la santé. La pandémie Covid-19 est toujours une remontée plutôt inquiétante. Le Cameroun, dans sa stratégie de riposte, vient d'intégrer la vaccination anti-Covid-19 avec posée à notre invité. On n'a pas du tout aperçu sa silhouette au palais des congrès de Yaoundé lors de la dernière session parlementaire, celle de novembre. Marcel Nyat-Difendi, annoncé fatigué et affaibli. Reprendra-t-il le chemin du palais de Nkolnyada? Le cas échéant, sera-t-il reconduit au perchoir du Sénat au cours de la session parlementaire de mars qui s'ouvre ce jeudi 11? Silence radio chez les élus. Aucun sénateur ne souhaite se prononcer sur la question. Même pas ceux de la majorité RDPC, qui investira a priori celui qui sera élu. À l'Assemblée nationale, par contre, les députés sont plus discertes sur la réélection ou pas de Kayegedi. Mayo Sava, déjà en poste depuis bientôt 30 ans. Cavaillé, c'est le meilleur. Il a la sagesse. Nous sommes tous serrés derrière notre président de l'Assemblée nationale. Je préfère pas faire comme ceux qui se disent je connais le candidat ou je connais celui qui sera élu. Je préfère attendre le moment venu. Outre l'élection qui sera conduite par un bureau d'âge, la session qui s'ouvre peut donner aux députés et sénateurs de se pencher sur des questions brûlantes de l'actualité, notamment les crises sécuritaires dans le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord et la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19. Nous sommes très sûrs que si on nous laisse la latitude de gérer à l'intérieur de l'hémicycle, ces problèmes-là trouveront des solutions. Vous avez à l'intérieur du Parlement des réseaux qui traitent des problèmes particuliers, notamment le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière. On va seulement continuer à demander au gouvernement de mettre sur place les mesures appropriées pour que ces problèmes soient à la fin. Mais sans véritable agenda préalable de l'exécutif qui a toujours lancé la machine de la production législative, l'enjeu connu d'avance reste le renouvellement des bureaux. Le vieil adage dit « on ne change pas l'équipe qui gagne ». L'ancienne sera-t-elle reprise au cours de cette session? Absent, l'ombre de Marcel Nyat, président de la Chambre haute, aperçu la dernière fois en session au Sénat, en juin, apaisé sur ses travaux. La place du sénateur nommé de l'Ouest est restée désespérément vide dans l'orchestre, celle qu'il est supposé occuper jusqu'à sa réélection à la tête du bureau du Sénat. Scrutin organisé par le bureau d'âge que préside Tif Moukete, 102 ans, doyen de l'Auguste Chambre. Dans les allées menant à la salle des 1500 du Palais des Congrès qu'occupe temporairement le Parlement camerounais en ses deux chambres, des langues se délient. Ce que j'attends faire, c'est le renouvellement de bureau du Sénat. J'aimerais voir un changement profond au niveau du Sénat, au niveau du bureau du Sénat. Dans le camp de la majorité, le ton est moins abrupt, mais la préoccupation aussi raide. De la Chambre, c'est une préoccupation qui va être résolue comme par le passé à la suite des tractations entre les différentes forces en présence. Donc sur cette question, je pense qu'il n'y aura pas de changement particulier. En dehors des élections, nous pensons qu'on aura aussi l'occasion de pouvoir poser les questions aux membres du gouvernement. Autre absence notable dans ce cénacle, celle d'Aboubakari Abdoulaye, le premier vice-président, suppléant dans les fonctions de président du Sénat de Marcel Nyat, ce qui rajoute une couche à la discussion qui se fait parfois sous le manteau ici. Bien présent par contre, la question de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et son avatar, la mise en place de la décentralisation au cœur du discours d'ouverture du doyen. Le processus de décentralisation a été accéléré avec le premier des élections de conseils régionaux. Je suis convaincu que les élus vont donner le meilleur pour assurer le développement local.
En plus de la crise, l'incontournable sujet de la riposte au coronavirus. Les sénateurs font chorus pour dire que le Parlement doit accompagner le gouvernement dans la conduite de cette réponse au Covid-19, en toute responsabilité. 3 passagers en arrière et 2 en avant. Des pratiques que condamne le ministre des Transports, Jean-Ernest Massinanga Lebibehe, interdit une fois encore la surcharge dans les taxis et autres transports en commun. Décision visée ce 10 mars. Les conducteurs s'inclinent. On va faire comment? On va se porter. On porte 4 personnes, on ne surcharge plus. Et la surcharge était une infraction depuis. Est-ce que c'est le ministre qui devait dire que la surcharge c'est une infraction? Tu sais que nous sommes dans un pays que si tu ne fais comme ça là, tu ne peux pas s'en sortir. Mais on est obligé d'accepter de respecter les mesures barrières. Que de propager la maladie et que les gens meurent. Ça vaut plus que j'ajuste les recettes. Les recettes dans les gares routières et agences de voyage vont également maigrir. Le patron des transports invite à l'application immédiate de ces mesures. Ici à la gare routière de Toudi à Yaoundé, ces dispositions sont en cours de téléchargement. Je vais convoquer les agences dès demain pour les édifier par rapport à la note du ministre. Avant, les bus prenaient 19 places, plus de 30. Dans les cas de 18 places, prenaient la moitié, 9 places. Donc on va toujours procéder de la même manière. De la même manière, le port du masque reste obligatoire. Passagers et chauffeurs doivent tous s'y atteler. Moi je me mets dans la poste mais ça chauffe. Pas masque vraiment, même homme qui parle, qui les conduit, je ne suis pas en sécurité. Quand la police te trouve sans masque, c'est une infraction. Le virus à corona ne doit pas être transporté, encore moins surchargé, avec une planche. Ils sont 6. Ils ont procédé par filature pour braquer Claude Bokolo à bord de son véhicule dans la soirée du 10 février 2021. Le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion appliquée de l'université de Douala, en provenance de la capitale économique avec à ses côtés son fils, a été stoppé devant son domicile au quartier Minkana Yaoundé vers 23 h par ses présumés bandits. Ces derniers, en plus du véhicule, ont emporté 3 téléphones et un ordinateur portable, plusieurs clés USB, de l'argent et les effets personnels de la victime. Heureusement, le chef de la division régionale de la police judiciaire du centre et ses éléments, avec l'appui de l'ESIR, ont réussi à les extirper de leur cachette quelques jours plus tard. Toutes ces manœuvres nous ont permis d'interpeller les 3 braqueurs. Nous avons interpellé par la suite le commanditaire du coup, le receleur du véhicule au niveau d'un Gabounéré. Les perquisitions des domiciles respectifs des faits ont permis de retrouver tous les effets des victimes qui leur ont été restitués, n'est-ce pas, tout de suite. Des conseils pratiques du commissaire divisionnaire Moïse Emane pour ne pas être des proies faciles pour pareils brigands. Doter les véhicules d'un système GPS qui pourrait faciliter, n'est-ce pas, les recherches en cas de vol. Et ou appeler le 1500, un numéro vert, un numéro gratuit de la sécurité nationale qui fonctionne 24 heures. D'intervention rapide et CIR est également ouverte. La cure à base de plantes médicinales a prouvé son efficacité dans la riposte contre la Covid-19 au Cameroun. C'est le cas par exemple pour le célèbre médicament traditionnel Ngulbetara, fabriqué à base de plantes issues de nos forêts. Des milliers de personnes qui ont pris Ngulbetara, je dis bien tous, ont été guéris. Vous comprenez, on peut dire ça, on est sûr de nous. C'est même pas nous, c'est la science qui parle. Des solutions curatives endogènes qui ont retenu l'attention du chef de l'État. Paul Biya a d'ailleurs instruit au Premier ministre chef du gouvernement d'accompagner les acteurs de la pharmacopée du pays. Nous avons envoyé une équipe qui va discuter avec le promoteur d'un produit qui va lui proposer nos services. Deuxième chose, nous avons mis en place un mécanisme d'homologation spécifique de leurs produits en exonérant tous ces produits de paiement des frais d'homologation. Des efforts appréciés, mais les naturopathes et autres chercheurs en redemandent, surtout que les travaux de recherche coûtent cher. Vous savez, ça prend des millions de dollars pour faire des études. C'est pour ça que nous avons demandé un accompagnement. Marlise Peyou Ntisamba, comme ses collègues, espère un retour favorable à cette doléance
pour plus d'efficacité dans le traitement du coronavirus, devenu plus farouche. S'agissant justement du traitement, le Cameroun aura ses premiers vaccins d'ici 2 semaines, 1 700 000 doses attendues. Il sera gratuit et administré avec l'accord du patient. Dans un premier temps, les malades prioritaires seront vaccinés tels que classés par le conseil scientifique. Donc, la première priorité, ce sera le personnel de santé. La deuxième priorité, ce sont les personnes de plus de 50 ans vivant avec des comorbidités. La troisième priorité, ce sera les personnes vulnérables. La quatrième priorité, ce sera les enseignants. Après les enseignants, la priorité va se porter sur ceux qui vivent dans les casernes, ceux qui vivent dans les prisons. Et la grande masse arrivera donc après tout ce monde-là. Du point de vue du patron de la santé publique, le vaccin reste l'un des moyens efficaces pour se prémunir de la pandémie. Tout le monde n'est pas favorable à cet avis. Merci de nous regarder si vous nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission, la rétrospective hebdomadaire de l'information. Gros plan ce matin sur la vaccination anti-Covid-19. Le Cameroun s'y est lancé. On en parle avec notre invité. C'est l'homme qui incarne le dynamisme, la diligence et la rigueur au travail. L'un des membres du gouvernement, sinon le plus en vue du fait de son rôle dans la riposte camerounaise contre la pandémie Covid-19. Il est porteur d'une politique depuis son entrée au gouvernement, l'humanisation des soins. C'est un fin communicateur. Ses nombreux tweets informatifs ont fait de lui une vedette de la communication digitale. Manaouda Malachi est en face de moi. Bonjour, monsieur le ministre. Voilà, on vous a vu encore dans le dernier reportage de tout à l'heure parlant du vaccin, et c'est de cela qui est question aujourd'hui. Le Cameroun, dans le processus d'acquisition de ce vaccin-là, a désormais intégré cette thérapie curative dans son plan de riposte contre la Covid-19. Qu'est-ce qui explique ce recours maintenant, l'opportunité? Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation, pour apporter quelques éléments de compréhension de ce que nous faisons en ce moment dans le cadre du plan de la riposte. J'aime bien cette manière de poser la question. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? J'ai bien envie de dire que si nous avons suivi un peu le parcours du Cameroun dans le cadre de cette riposte-là, on peut se dire à un moment donné qu'on avait déjà flairé le vaccin en disant, parce que Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya l'avait dit, il faudra rechercher tous les moyens à notre position pour pouvoir protéger les Camerounais. C'est ce qu'il avait dit depuis mai dernier. Alors, ça comporte quoi? Ça comporte les produits préventifs, ça comporte les produits curatifs, et dans le curatif, il a mis un emphase sur la recherche de solutions endogènes. C'est ce que nous avons fait. Mais à un moment donné, si vous avez bien suivi, nous avons dit, si la situation épidémiologique continue à être comme ça, on sera obligé de monter aussi en grade. Mais si nous avons une maîtrise globalement de la situation, on n'aura pas besoin, n'est-ce pas, du vaccin. Et donc, nous avons évolué. Depuis janvier 2021, février, mars, nous avons une tendance haussière, n'est-ce pas, des contaminations. Et donc, naturellement, il va falloir penser à autre chose, parce que si l'autodiscipline des Camerounais n'arrive pas à arrêter la transmission, il va falloir quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, définitivement efficace pour pouvoir arrêter la transmission. Donc, l'opportunité, c'est la progression que nous observons aujourd'hui dans la transmission communautaire du virus. Alors, vous avez parlé justement des chiffres qui vont aujourd'hui très croissants, en corrélation justement avec le nombre de morts aussi. Ouais. Est-ce que sans cette remontée-là, on devrait se passer du vaccin? Oui, bien entendu. Vous savez que il y a de cela 2 mois, on se disait, dans le cadre de notre réunion des ministres de la santé publique de la CEMAC, de la zone CEMAC,
nous avons dit, on a encore un peu de temps. Au regard de notre situation épidémiologique, nous pouvons prendre encore un peu de recul, regarder ce qui se passe sur la scène internationale avant de nous jeter dans l'arène. Alors, le problème, c'est que nous observons une résurgence des cas. On est obligé maintenant d'évoluer en termes de positionnement, mais on est obligé d'évoluer, mais en gardant la prudence nécessaire, la précaution nécessaire pour garantir, au regard des très hautes instructions de M. le Président de la République que nous avons reçues, pour garantir la sécurité sanitaire de nos compatriotes. Vous l'avez dit tantôt, l'introduction du dit vaccin découle d'une concertation entre les ministres en charge de la santé de la sous-région Afrique centrale. C'était le 22 janvier dernier. Est-ce qu'au niveau des commandes aussi, il y a une synergie communautaire? C'est ce que nous avons arrêté. En réalité, nous avons dit, nous allons faire des commandes groupées. D'abord pour que ça revienne un peu moins cher, et puis pour une harmonisation. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y a beaucoup de communication entre nous de la zone CEMAC. Et nous allons pas simplement communiquer sur le Covid-19, mais nous communiquons sur d'autres pathologies. Il y a eu, à des moments même, des échanges de médicaments, des vaccins entre les pays pour pouvoir se secourir les uns les autres. Et donc, ce positionnement a été fait. Bon, pour le moment, comme nous ne sommes pas encore dans les commandes de vaccins, parce qu'il faut le dire, ce qui arrive, ce n'est pas une commande de l'État camerounais, c'est une adhésion à une facilité mis en place par Gavi et l'OMS qui nous permet d'obtenir ce vaccin. Ce qu'on appelait COVAX. Voilà, la facilité COVAX, voilà. Donc, c'est dans ce sens que nous sommes inscrits en ce moment. J'imagine que lorsque nous allons structurer des financements pour des commandes, des doses complémentaires, supplémentaires, pour pouvoir couvrir l'ensemble des populations, on se parlera certainement et qu'on trouvera un moyen de grouper nos commandes pour obtenir les meilleurs prix et les meilleures doses. Justement, monsieur le ministre, le vaccin attendu, justement, est un produit de la firme britannique AstraZeneca et qui sont obtenus à travers l'initiative, vous l'avez dit, COVAX, un plan mondial lancé en 2020 qu'on a pensé pour l'accès au vaccin des pays dits pauvres. On a envie de dire à quoi, justement, cette initiative COVAX, qu'est-ce que cela nous a apporté concrètement? Quelle facilité cette initiative COVAX nous a apporté? Cette question est tellement pertinente que je voudrais l'aborder sur deux volets. Pourquoi la facilité COVAX? La facilité COVAX parce que lorsque nous avons commencé sur la scène internationale à observer des contaminations dans le cadre de cette pandémie, nous avons vu l'individualisme des pays. Disons-le comme ça, des pays qui sont riches, qui sont allés jusqu'à financer les recherches en disant nous allons avoir un droit de préemption sur tout ce qui va être trouvé dans le cadre de cela. Bon, c'est vrai, ça se comprenait très bien parce que quand on voyait le facteur risque qu'ils avaient, c'était compréhensible. Maintenant, comment naît donc la facilité COVAX? C'est que l'OMS, regardant la situation, se rend compte qu'à un moment donné, ceux qui ont de l'argent, parlons-là comme ça, c'est les pays riches, vont s'accaparer de l'ensemble des produits sur la scène internationale et ceux qui n'en ont pas n'auront rien. Ça s'est constaté même dans le cas des équipements de protection individuelle, dans les respirateurs, les concentrateurs d'oxygène. Sur la scène internationale, pendant toute cette pandémie, nous l'avons constaté. Il y avait une difficulté majeure pour les pays à revenus intermédiaires comme le nôtre d'accéder à ces produits. Et donc, il fallait trouver un moyen pour permettre aussi à ceux qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir obtenir le vaccin, parce que une vie, c'est une vie. Et donc, c'est pour cela que cette facilité a été mise en place, pour permettre aux pays à revenus intermédiaires et aux pays à revenus limités de pouvoir accéder au vaccin. Peut-être pas à une échelle assez grande, mais tout au moins pour pouvoir couvrir une portion des cibles prioritaires de chaque pays. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le vaccin. Maintenant, est-ce que nous avons... C'était un groupe de 92 pays. Et c'était sur la base d'une adhésion volontaire. Donc, il y a eu un ensemble de documents
qui ont été envoyés au pays, nous devrions souscrire, nous avons souscrit, et c'est dans ce sens, dans cette démarche, que nous allons avoir la chance, j'insiste sur le mot chance, nous allons avoir la chance d'acquérir ces vaccins. L'initiative COVAX, donc, on retient que c'est un souci d'équité entre les pays les plus puissants et les pays à revenus intermédiaires. Mais j'ai envie de vous poser cette question de manière brute, monsieur le ministre. Les 1 700 000 doses qui sont en route pour le Cameroun, combien cela nous coûte? 1 700 000 doses, c'est la totalité de ce que nous allons recevoir de la facilité COVAX. Mais dans un premier temps, ce qui nous arrivera, c'est 864 000 doses. Voilà la première dose. Mais combien ça va nous coûter? Ça va nous coûter simplement le coût de transport de l'aéroport international de Yaoundé vers l'intérieur. Parce que la facilité COVAX, c'est comme un don en réalité, nous ne payons rien. Nous allons recevoir gratuitement ces vaccins, mais nous allons nous déployer maintenant sur le plan interne pour pouvoir non seulement le prépositionner dans toutes les régions, mais les administrer à nos coûts. Et ça a quand même un petit coût aussi, parce qu'il faut former ceux qui vont le faire, il faut que le vaccin se retrouve dans toutes les régions, il faut mobiliser, n'est-ce pas, une certaine logistique pour le faire. Ça peut être ça le coût de ce vaccin, mais en réalité, nous le recevons gratuitement. Monsieur le ministre, on connaît le rôle on va dire, de l'économie de la santé, justement, dans ce principe-là. Si nous ne payons rien, ça veut dire que quelqu'un paye la facture. Qui paye donc cette facture-là? Vous savez que Gavi, c'est une alliance. C'est-à-dire que nous avons, dans le principe d'équité, comme vous avez dit, de justice sociale, dans le principe de la solidarité internationale, les pays, certains pays riches, ont mis ensemble, n'est-ce pas, des financements pour aider les pays pauvres. C'est ça le PEV que nous avons aujourd'hui, le programme élargi de vaccination. Vous savez que nous sommes en train de cofinancer ces produits avec Gavi. Et donc, ce sont ces pays qui mettent en place un peu de financement chacun pour pouvoir financer l'ensemble des vaccins qui va être distribué aux 92 pays en réalité. Alors, quand on arrive à créer un mécanisme destiné, on a dit, à faciliter l'accès aux vaccins par des pays à revenus intermédiaires, est-ce que ce n'est pas cela qui crée un peu les susceptibilités un peu de part et d'autre, monsieur le ministre? Est-ce que vous ne comprenez pas la raison pour laquelle certaines personnes peuvent se poser 1001 questions autour de ce vaccin? J'ai bien envie de vous dire que je ne peux pas comprendre. En tant qu'Africain, quand je sais qu'en Afrique, c'est la solidarité qui est le maître mot. Lorsque votre voisin arrive chez vous, j'ai l'impression quand même que si vous lui ouvrez votre porte, il va avoir droit à un certain nombre de petites choses. Si vous avez un peu plus de cahiers pour vos enfants, nous Africains, nous sommes portés spontanément à en offrir aux enfants du voisin. Donc, ce mécanisme de solidarité devrait être beaucoup plus connu même par nous, les Africains. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est maintenant que nous parlons, nous disons que nous ne comprenons pas que des gens puissent nous aider. Ça a toujours existé, ça ne commence pas avec le Covid. Ça a toujours existé ce mécanisme. On a 18 vaccins aujourd'hui que nous dispensons suivant ce mécanisme de Gavi. Donc, je ne vois pas où se trouve le problème en réalité. Alors, je voudrais revenir un peu sur la collégialité ou bien la synergie qui est entre les pays de la sous-région Afrique centrale, justement, dans la riposte contre la pandémie Covid-19. Le Cameroun, c'est vrai, ces dernières semaines, a vu les chiffres remonter. Est-ce que ça peut suffire pour justifier le fait que le Cameroun puisse aller un peu plus vite que les autres, parce qu'en dehors de la Guinée équatoriale, les autres pays traînent un peu le pas? Je ne pense pas qu'ils traînent le pas. C'est que on ne dit pas assez, c'est que c'est comme un concours. Il y a des étapes à franchir pour pouvoir avoir accès au vaccin. Donc vous pouvez commencer au même moment, mais vous n'arrivez pas à franchir certaines étapes et vous n'arrivez pas à avoir le vaccin. Parce que il y a un outil qui a été mis en place qui s'appelle Virad. Et cet outil, c'est une plateforme. Vous y allez et on vous dit est-ce qu'il y a telle chose, telle chose, telle chose. Vous remplissez au fur et à mesure que vous avez, n'est-ce pas, ces documents où vous avez franchi telle étape. Et donc, il y a une évaluation qui est générée automatiquement
et qui donne la position du pays en réalité. Au moment où nous tenions d'ailleurs notre réunion de la sous-région, des ministres de la Santé de la sous-région, il y avait des pays qui étaient à 20%, il y avait des pays qui étaient à 50%. Or, le mécanisme pour pouvoir recevoir le vaccin, il fallait automatiquement être à 80% de la préparation. Et donc, nous y allons avec des fortunes diverses. Nous avons atteint ces 80% il y a cela quelque temps. Au moment où on a donné l'information que nous avons atteint les 80%, au moment où nous avons remis l'ensemble des documents qui ont été demandés, nous attendions à avoir dans les jours qui suivent. Parce qu'on nous a dit, dès que nous remplissons ces conditions, on a le vaccin une semaine plus tard. Sauf que lorsque nous avons rempli les conditions, nous sommes allés dire que nous avons déjà rempli les conditions. Il nous faut le vaccin, on nous dit, il y a une tension. Il faudra attendre encore un peu plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui viendront après nous vont encore attendre 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc je crois qu'il y a ce mécanisme, c'est comme un concours, c'est des conditions qu'il faut remplir pour pouvoir avoir droit au vaccin. Les premières doses, vous l'avez dit, c'est 1 700 000 doses. C'est vrai, vous avez dit concrètement, il y a 800 000 doses. Mais je voudrais comprendre, monsieur le ministre, ces doses-là ont été choisies en fonction de quoi? Est-ce qu'on a évalué les effectifs bénéficiaires? Oui, ils ont identifié par pays, en réalité, les cibles. Et c'est pour ça qu'il y a, peut-être que ça ne se dit pas beaucoup, il y a un pays qui a dû subir un certain nombre d'observations parce qu'au lieu de faire bénéficier ces doses aux cibles prioritaires, ils ont commencé à vacciner à l'emporte-pièce. Même ceux qui avaient moins de 50 ans, ceux qui n'étaient pas vulnérables, ils ont commencé à obtenir le vaccin. Et ça, c'est pas ce qui est dans le cahier de charge de cette vaccination. Et donc, ça, c'est des dispositions qui ont été prises avant. Ce sont des éléments qui ont été communiqués. Et c'est sur cette base que les doses ont été décidées par pays en réalité. Alors, ce vaccin dont il est question, AstraZeneca, il faut le dire, monsieur le ministre, ne fait pas bonne presse. On a vu dans certains pays des réticences à la suite de quelques, on va dire, des effets secondaires enregistrés. Est-ce que vous en avez conscience? Je vais dire tout de suite que AstraZeneca, ce vaccin britannique, a servi à stabiliser la situation en Grande-Bretagne. Parce que c'est cela qu'ils ont utilisé. Ce vaccin a servi aux côtés de Pfizer et de Moderna à stabiliser la situation en Israël. Ce vaccin est utilisé par la plupart des pays. Ce vaccin fait partie des 3 vaccins jusqu'à aujourd'hui validés en mode d'urgence par l'OMS. Parce que vous savez très bien qu'il y a Pfizer, il y a Moderna et AstraZeneca qui ont reçu, n'est-ce pas, l'autorisation des médias de l'OMS. Alors, ce vaccin peut-être est en train de faire les frais de son efficacité, peut-être, parce que ce vaccin est utilisé dans beaucoup de pays. Ce vaccin est utilisé a été validé par l'Union africaine aussi, parce que c'est là qu'ils vont distribuer également aux pays. Et donc, je crois que c'est que nous apprenons aujourd'hui sans lien, parce qu'en réalité, il faut le dire, que ce soit l'Afrique du Sud qui avait sonné le glas, il n'y a aucune étude scientifique qui a été publiée sur la question. Nous apprenons simplement que la dispensation de ce vaccin dans un cadre où il y a le variant sud-africain diminue simplement l'efficacité. Et ça, on l'a attesté sur 1000 ou 2000, paraît-il. Mais il n'y a aucune étude scientifique, aucun fait scientifique là-dessus. Et nous avons aussi, parce que vous avez évoqué d'autres pays, pour être exhaustif sur la question, je sais que nous avons 9 pays qui l'ont interdit, 6 pays qui ont interdit simplement en lot, parce que c'est le lot qui faisait problème, et 3 pays qui ont suspendu pour 14 jours, n'est-ce pas, la dispensation de ce vaccin. Mais de tous ces pays-là, personne n'a établi le fait scientifique entre l'effet secondaire qui est évoqué et l'administration du vaccin. Et la remontée
des chiffres au Cameroun a fait penser justement à la présence de cette variante-là au Cameroun. On l'a soupçonné. Vous avez même dit au cours de certaines tribunes sur nos antennes que vous aviez envoyé les échantillons au Nigeria pour test. Est-ce qu'on peut et que le vaccin ait le même effet au Cameroun? Mais laissez-moi vous dire que même en Afrique du Sud, l'OMS a préconisé qu'on continue à administrer la AstraZeneca. Même en Afrique du Sud, où le vaccin, le variant doit être dans une circulation optimale au sein de la communauté. Même en Afrique du Sud, l'OMS a préconisé qu'on continue à administrer ce vaccin. En fait, ça dépend des objectifs que nous visons dans le cas du vaccin. Le vaccin a deux objectifs. Le premier, c'est la diminution, sinon l'amoindrissement, n'est-ce pas, du passage de la forme légère à la forme sévère et à la mortalité. C'est pour ça que nous voulons, dans un premier temps, vacciner ceux qui sont les plus exposés. Le second objectif, n'est-ce pas, du vaccin, c'est l'amoindrissement de la transmission, c'est-à-dire la diminution de la transmission communautaire. Donc si nous prenons ces deux objectifs-là, mis à côté d'un vaccin, même si ça diminue l'efficacité, la diminution ne remet pas le vaccin à zéro. Nous avons quand même un bénéfice à prendre, ce vaccin. Donc, chaque fois que nous serons en présence d'un choix à faire, je pense qu'on devrait pouvoir penser d'abord aux facteurs, c'est-à-dire au ratio risque-gain dans le cadre de la vaccination. Entrons dans le vaccin lui-même, monsieur le ministre. Quand on a pris une dose de ce vaccin, il nous protège de quoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites autour de ce vaccin. Alors, les études qui ont été faites, notamment au niveau de l'État d'Israël, le vaccin, dans la première phase, nous protège dans le cadre du passage de la forme légère à la forme sévère et à la mortalité à peu près à 97 à 98%. Donc ça veut dire que si vous avez le vaccin, vos deux doses de vaccin, en réalité, vous avez juste 2 à 3% de faire la forme sévère et de décéder. Ça voudrait dire que vous pouvez attraper le coronavirus, vous aurez les effets d'une grippe simple. Et ça passera, ou alors vous n'aurez pas d'effet du tout. Parce que vous ne passerez pas de cette forme-là à la forme sévère. 97-98%. Maintenant, dans un autre registre, n'est-ce pas, le vaccin, lorsque vous l'avez, diminue votre charge virale. D'après ce que nous avons eu comme étude, diminue votre charge virale d'environ 70 à 80%. Ça veut dire que si vous vous trouvez au milieu, vous placez une personne qui est vaccinée au milieu de 10 personnes, au lieu d'en contaminer 10, contaminera 2. Et vous placez un autre qui n'a pas de vaccin, au milieu de 10 personnes, va contaminer 10 personnes. Donc, à nous de faire les calculs, de savoir qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà un peu de quoi le vaccin va protéger. Et du temps de l'immunité? Le temps de l'immunité, disons que jusqu'ici, nous n'avons pas des études précises sur le temps d'immunité. Tout ce que nous savons, c'est que la première dose va nous protéger de entre 3 et 6 mois. Maintenant, la deuxième dose arrive, et là, nous n'avons pas encore une étude qui nous dit exactement pendant combien de temps ça devrait nous protéger. Mais le fait scientifique que nous devrons avoir, c'est que les scientifiques nous disent qu'il faut atteindre un seuil d'immunité collective. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si vous arrivez à vacciner pendant un laps de temps 70 à 80% de vos populations, vous avez éteint l'épidémie. Vous avez arrêté la transmission. Et donc c'est de cela qu'il s'agit. C'est l'enjeu que nous devons rechercher aujourd'hui, c'est d'atteindre cette immunité collective et non d'avoir une immunité individuelle qui ne servira pas à grand chose si nous n'avons que 2 ou 3 personnes. C'est pour ça que le gouvernement, sans dire que il faudrait y aller sans réfléchir, mais le gouvernement encourage les populations à pouvoir se faire vacciner dans la perspective d'obtenir une immunité collective. Mais le principe, il est connu. Le vaccin est non obligatoire et gratuit. Ça, c'est connu. Mais nous encourageons quand même les Camerounais à nous aider à éteindre l'épidémie.
dans une démarche qu'ils doivent comprendre que cette démarche est transparente, cette démarche est précautionneuse, parce qu'en réalité, nous allons garantir à chacun l'ensemble des éléments d'appréciation du vaccin. Et Monsieur le Président de la République a demandé que nous soyons à chaque fois que nous marquons des temps d'arrêt et que nous nous rassurons de ce que la sécurité sanitaire de ses compatriotes est assurée à chaque fois. C'est pour ça que vous allez nous voir, nous faisons recours au conseil scientifique, nous courons regarder le NITAC et à chaque étape, nous leur demandons de nous donner l'avis scientifique cette fois-là, pas l'émotion que nous voyons sur les réseaux sociaux, pas certains pseudo-experts qui viennent et qui ressortent avec des théories que nous ne comprenons pas sur le plan scientifique, mais de toutes les manières, on reconnaît à chacun. Mais nous devons rester concentrés sur l'avis scientifique, en faisant confiance au président de la République, en faisant confiance au gouvernement, parce que nous prenons les précautions stade après stade pour pouvoir assurer à chaque Camerounais la sécurité qui est derrière ce vaccin. Puisque vous l'avez dit tout à l'heure que le temps de l'immunité n'est pas encore définitivement, la question du temps de l'immunité n'est pas définitivement réglée. Ouais. Les premières doses, peut-être on sait déjà, mais la deuxième dose, on ne le sait pas. Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas un risque là d'administrer un vaccin dont les études ne sont pas encore closes? Alors, quel pourrait être le risque? Du moment où, au moins, l'innocuité du vaccin est établie. Maintenant, l'efficacité. J'ai bien envie de dire que nous sommes là dans le cadre d'un pari pascalien. Si je le prends, puisque ça ne me fera pas du mal, et même si c'est efficace à 1%, qui me dit que je ne serai pas parmi les 1%, je peux gagner. Même si c'est efficace sur 2, 3, 6 mois, 1 an, je n'ai rien à perdre. Sinon, j'ai beaucoup à gagner. Mais si je le prends et que c'est efficace au plus de 2 ans, 5 ans, j'ai également gagné. Donc, dans tout ça, nous sommes dans un gain. Parce que le vaccin, l'innocuité tout au moins, a été vérifié. Donc, je crois que le débat sur est-ce que je dois prendre parce que bon, c'est 1 mois, c'est 2 mois, je crois que ça, on ne devrait pas être à ce niveau-là. Dans tout ça, monsieur le ministre, où situez-vous les intérêts des firmes pharmaceutiques? Alors, ça, c'est une question assez importante. C'est assez important parce qu'en réalité, de tout temps, dès qu'il y a une molécule nouvelle, dès qu'il y a un vaccin nouveau, nous sommes dans les intérêts. Ça, il ne faut pas l'occulter. Nous sommes dans la promotion des intérêts. Maintenant, le fait est quand même, il y a un fait scientifique qui est devant nous. C'est que la pandémie est là. Sauf si nous dénions l'existence de la pandémie, comme certains ont d'ailleurs fait, parce que jusqu'à ce que je vais vous raconter une anecdote. J'ai reçu quelqu'un à mon cabinet l'autre jour qui est venu me demander des excuses. Il m'a dit, mais je suis allé à pas d'eau de la cuillère pour invectiver un peu le gouvernement et dire, vous avez inventé pour pouvoir avoir un peu de sous, mais là je viens de perdre un des miens. Donc il a fallu que le corona emporte un de ses proches pour que lui-même croit qu'il y a le coronavirus. Donc voilà le véritable problème. Mais sinon, si ce n'est pas dans ce cas, je pense qu'il n'y a pas de raison. Justement, monsieur le ministre, il y a certaines langues qui ont d'ailleurs fait une sorte de corrélation entre la remontée des chiffres et l'arrivée des vaccins. Les gens ont pensé que c'était des chiffres inventés pour faire passer le vaccin. Mais je leur demande simplement de faire un tour à Orca. Ils vont trouver si, je ne sais pas si on a payé ceux qui sont couchés à Orca. Ne serait-ce que pour la douleur que les familles ressentent. La douleur que les familles ressentent. Ne serait-ce que le stress, la détresse qui est ceux de nos compatriotes qui sont couchés aujourd'hui et qui ne sont pas sûrs si demain ils vont vivre. Nous ne devons pas tenir ce genre de langage. Nous devons être à mesure de dire nous sommes en présence d'une épidémie. Cherchons ensemble, nous tous Camerounais, cherchons ensemble le moyen de sauver des vies. C'est cela, la préoccupation, j'allais dire même l'obsession de Monsieur le Président de la République en ce moment. Son obsession de chercher à sécuriser chacun de ces Camerounais, parce que chaque fois qu'il y a un seul de nous, un seul, qu'il soit pousseur, qu'il soit
Bayam Salam, qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit ministre, lorsque un seul des Camerounais perd, le cœur du président de la République saigne. Le cœur du Premier ministre, chef du gouvernement, saigne. Le cœur de nous tous qui sommes dans le secteur de la santé, nos cœurs saignent. Ça nous permet, monsieur le ministre, de lever quelques préjugés et de donner la bonne information. La première, vous l'avez déjà précisé, mais je voudrais que solennellement vous le précisiez aussi sur le caractère obligatoire ou non du vaccin. Sur ce point, j'allais dire, c'est-à-dire les très hautes instructions de monsieur le président de la République sont claires. Le Premier ministre nous l'a encore rappelé il y a de cela 1 ou 2 jours. Le vaccin, d'abord, sera gratuit. Le vaccin sera non obligatoire. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens le sachent. Le vaccin sera non obligatoire. Notre devoir, par contre, selon les instructions, les très hautes instructions que nous recevons, notre devoir, c'est de disponibiliser le vaccin et de le rendre accessible à tous en fonction des priorités, bien entendu, parce que nous n'allons pas permettre comme ça que tout le monde d'un coup vienne prendre ce vaccin. Donc, en fonction des priorités qui sont décrites par le conseil scientifique, nous rendrons disponible le vaccin. Nous allons aménager des espaces pour rendre fluide l'accès au vaccin. Et puis maintenant, ceux de nos compatriotes, ceux des Camerounais qui veulent le vaccin, viendront eux-mêmes spontanément, suivant un consentement éclairé, comme nous le disons dans notre jargon, sur un consentement éclairé, prendre le vaccin. C'est tout. Donc, le vaccin, il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Gratuit et non obligatoire. Le vaccin sera gratuit et non obligatoire. Est-ce que vous ferez vacciner, monsieur le ministre? Là, je l'avais déjà dit. Je l'avais dit s'il y avait une possibilité, lorsque le cargo qui arrive avec le vaccin atterrit à l'aéroport de Simalène, parce que ça sera le cas, ça va atterrir à l'aéroport de Simalène, nous serons certainement là pour réceptionner le vaccin. S'il y a lieu, je prendrai ma première dose à ce moment-là. Parce que je n'attendrai même pas qu'on fasse un déploiement. S'il y a lieu, je le ferai là. Parce que moi, je vais me faire vacciner. Parce que je veux bien me protéger. Je suis un peu exposé parce que je vais dans tous les endroits. Il faut bien que je me protège. Alors, ce préjugé est né justement d'une lettre du secrétaire général du ministère de la Santé publique qui invitait certains responsables à une ça existait dans votre département ministériel. Cette correspondance ou cette information n'est pas connue du tout de nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis empressé sur ma page Twitter pour dire que c'est un fake en réalité. Il ne s'agit pas pour nous de réfléchir en ce moment sur le caractère obligatoire ou non du vaccin. Nous l'avons déjà fait, cette réflexion, ensemble avec les parlementaires lors de la session dernière. Nous avons fait une session sur la vaccination et la réflexion est claire. Donc, à ce moment précis, je peux dire avec beaucoup d'emphase, avec beaucoup de certitude, c'est une fausse information. Il n'y a aucune réflexion aujourd'hui qui se mène au ministère de la Santé publique sur le caractère obligatoire du vaccin. À quoi ça servira? Il y a d'autres personnes, peut-être pas suffisamment éclairées, qui ont aussi pensé, du fait de certaines images et de certaines choses qui circulent toujours sur les réseaux sociaux, qui ont compris en ce vaccin une arme des puissances, peut-être pour déranger l'Afrique. Alors, vous me voyez sourire un peu par rapport à cette question. Moi aussi, en posant la question, je souris un tout petit peu. Voilà. Quand nous achetons, bon, je ne suis pas fumeur, mais quand un fumeur achète une cigarette qui vient de l'extérieur, pourquoi il n'a pas la même réflexion? Quand nous courons acheter des liqueurs qui viennent de l'extérieur, quand nous achetons des produits congelés qui viennent de l'extérieur, savez-vous que même le costume que vous achetez, ou c'est pas moi, le stylo que vous achetez, peut vous dire si on veut bien. Pourquoi est-ce qu'on n'exterminera pas l'Afrique de ce côté-là? Pourquoi simplement attendre le vaccin? Quand vous prenez les solutés, quand vous allez à l'hôpital, les paracétamol que vous prenez, pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même réflexion? Moi, je crois qu'on n'est pas dans le même environnement. Mais je le dis encore, je respecte chacun, donc chacun est dans son rôle. Mais nous comprenons que le fait scientifique n'est pas de leur côté. Et simplement, ils veulent
jouer sur la mentalité de ceux qui peut-être n'ont pas suffisamment l'information, peut-être sont faibles d'esprit, peut-être voudraient encore davantage d'éclaircir sur un certain nombre de pans. Je crois qu'ils veulent jouer sur ce genre de personnes, mais le fait scientifique n'est pas de leur côté. Et nous, c'est pour ça que nous avons ouvert nos portes. Et dans le cadre du plan de communication autour de nos activités, nous avons demandé à tous les experts, en commençant par le président du NITAC, le président du conseil scientifique, les experts en vaccination comme le professeur Tatanier, le professeur Chelo, on leur a demandé de communiquer sur la question, d'éclairer les Camerounais sans ligne éditoriale, comme vous dites souvent ici. On ne leur donne pas une ligne pour dire allez dire telle chose. On veut dire sentez-vous libre d'expliquer aux Camerounais ce que vous savez du vaccin, ce que vous savez de ce vaccin, parce que nous savons que tous, ils sont dans des communautés, des associations des scientifiques. Ils sont en train de lire chaque fois des publications scientifiques. Ils en connaissent plus que nous. Donc, on leur demande de causer avec des Camerounais, de leur expliquer ce qu'ils savent et de leur en donner la quintessence. Avec ce vaccin, quelle est la projection que vous avez sur des prochains mois, monsieur le ministre? Alors, le vaccin, c'est que nous avons, si nous arrivons à recevoir nos 864 000 doses dans une dizaine de jours, nous allons nous déployer en espérant que la suite arrivera, en espérant que l'Union africaine, qui nous a promis également quelques doses, nous envoie ces doses-là, et en espérant que d'ici là, le gouvernement aura fini de structurer un financement pour acheter des vaccins additionnels. Et notre perspective, c'est que d'ici la fin de l'année, que nous ayons atteint, n'est-ce pas, cette immunité collective. C'est-à-dire nous ayons atteint un taux de vaccination devant nous permettre d'éteindre la circulation du vaccin du virus au Cameroun. Monsieur le ministre Manaouda Malachi, merci d'être venu échanger avec nous dans le cadre de cette émission, la rétrospective de l'information. C'est moi qui vous remercie. J'espère vous avoir apporté quelques éléments d'éclaircissement. Je reste à la disposition de tout le monde, que ce soit sur mon compte Twitter, que ce soit en présentiel au bureau. Nos collaborateurs ont été instruits d'être également à la disposition de tout le monde pour que nous apportions l'information et la bonne information. Et chaque fois qu'il y aura un fait nouveau qui rentre dans ce mécanisme de vaccination, nous recourons toujours au NITAC, au conseil scientifique, pour apporter la meilleure information à nos compatriotes, parce que le président de la République a été clair sur la sécurité, sur les précautions à prendre et sur leur consentement dans le cadre de cette vaccination. Nous pouvons le confirmer, monsieur le ministre, parce que chaque fois que nous avons sollicité vos services et même vous-même, vous avez été disponible. Madame, messieurs, merci à vous de nous avoir regardés à la maison. La rediffusion de ce programme, ce sera demain lorsqu'il sera 9h à dimanche avec un autre invité autour d'une autre thématique.